Le grand débat. Vous trouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations comme chaque jour à ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Rome, à Lubumbashi, à Bruxelles, à Édimbourg, à Gao, à New York ou encore à Douala. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le grand débat. Analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. L'Europe est-elle menacée d'éclatement face à la question migratoire? Quel compromis possible entre les partisans de la fermeture des frontières de l'Europe et ceux qui prônent un juste équilibre entre fermeté et humanité? Nous en parlons avec nos invités. Ici avec nous en studio, Jocelyne Dravigny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en sciences politiques, rédacteur en chef de la revue Migration et Société. Au téléphone avec nous, Bernard Monod. Bonsoir, monsieur Monod. Bonsoir monsieur. Vous êtes eurodéputé, groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe, ELDD. Vous êtes un stratégiste économique, vous êtes membre de Debout la France, vous avez été membre, vous êtes un ancien membre du Rassemblement national, ex-Front national et ancien conseiller économique de Marine Le Pen, c'est bien cela? Merci. C'est ça. Merci d'être avec nous. Au téléphone avec nous depuis Dakar, Boubacar Seye. Bonsoir Boubacar Seye. Bonsoir Francis. Oui, vous êtes président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Merci d'être avec nous. Un peu plus tard, au cours de l'émission, nous accueillerons Marine de Haas, responsable des questions européennes à la CIMAD. Alors, on va commencer avec vous, Jocelyne Dravigny. Finalement, à quoi aura servi cette réunion des dirigeants des États membres de l'Union européenne le 28 juin dernier? Alors, cette réunion, elle a abouti à un accord européen dont on peut retenir trois éléments principaux. Le premier, c'est la volonté de créer des plateformes de débarquement de migrants en dehors du territoire européen, c'est-à-dire au sein de pays tiers, qu'ils soient d'origine ou de transit de l'immigration. La deuxième dimension, c'est la volonté de créer des centres contrôlés dans les pays de l'Union européenne, les premiers pays d'arrivée. Alors on pourrait imaginer l'Italie, l'Espagne ou encore la Grèce, pour y retenir les migrants dans l'attente de l'examen et du traitement de leur demande d'asile, pour ensuite être répartis au niveau de l'Union européenne si leur demande est acceptée, ou pour être expulsés s'ils sont déboutés. Et enfin, la troisième dimension, pour moi, c'est d'éviter au maximum les mouvements secondaires de migrants, c'est-à-dire d'éviter la circulation des migrants entre les États membres une fois qu'ils sont arrivés sur le territoire européen. Alors cet accord, selon moi, il témoigne une grande tendance, une lourde tendance au niveau européen, qui est d'aboutir, d'atteindre le consensus entre les 27 plus 1 dans la perspective du Brexit. Et donc, ce qui nous fait aboutir à un texte extrêmement vague, extrêmement large. On a très peu d'objectifs concrets et vraisemblablement, ce texte, il n'aura aucune portée contraignante. Dans le sens où on est déjà prévenu, la plupart de ces mécanismes seront sur la base du volontariat. Donc dans le domaine des migrations au niveau européen, le volontariat, il ne fonctionne jamais très bien. Oui, il y a certains pays qui sont volontaires et d'autres pas, ce sont les mêmes en général. Exactement, et parmi les volontaires, ils sont de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Déjà, l'Allemagne a un peu plus de difficultés aujourd'hui à accueillir les migrants qu'il y a 2 ans, bien sûr. Bernard Monod, qu'est-ce que vous pensez de ce compromis qui a été trouvé entre les Européens? Est-ce qu'on peut parler, je dirais, d'un consensus à minima? Et est-ce que, selon vous, ces résolutions sont applicables réellement et efficaces? Alors, solution à minima, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça devait être un Conseil européen crucial sur la question de l'immigration. En réalité, c'est une totale coquille vide. Il n'est rien sorti de grandes discussions entre Mme Merkel et M. Macron et les autres dirigeants européens, à l'exception des propositions faites, bien entendu, par M. Salvini en Italie. Et puis, inefficacité et impuissance, comme toujours, de l'Union européenne à solutionner les grands problèmes que l'Union européenne crée elle-même. Car l'immigration vient notamment de l'ouverture totale des frontières à la frontière de l'Union européenne, mais aussi intra-Union européenne, au travers des frontières nationales. Voilà, donc nous avons, pour moi, je le dis
de manière très solennelle. Nous avons des criminels qui sont en train de préparer la colonisation de toute l'Europe par leur incompétence, leur idéologie, et c'est un péril mortel qui menace l'ensemble des Européens. Mais qui sont ces criminels dont vous parlez précisément? Ceux qui nous dirigent depuis des décennies, déjà en France, et puis voilà, les dirigeants de l'Union européenne aujourd'hui, que sont M. Juncker, M. Tusk, et tous les responsables des institutions de l'Union européenne, et qui sont dans une logique d'immigration de manière idéologique, parce que ils veulent un déversement des populations extra-européennes en Europe, parce que vous pensez réellement, Bernard Monod, qu'il y a comme ça un groupe de dirigeants qui se réunissent et qui disent voilà, on va déverser sur l'Europe des populations extra-européennes qui vont venir coloniser les peuples européens? Réellement, vous pensez que c'est possible, ça? Non seulement ils le disent, ils le pensent, mais ils le font. La preuve, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai participé à un vote aujourd'hui, bien entendu j'ai voté contre la création d'un nouveau statut de réfugié climatique. Il faut bien comprendre qu'avec le réchauffement climatique planétaire, il va y avoir des grandes zones en Afrique, notamment avec le défi démographique qui se prépare et puis le défi climatique qui se prépare. Il va y avoir des dizaines de millions, voire beaucoup plus d'Africains qui vont chercher à vouloir venir dans des zones, notamment en Europe, qui seront plus vivables, croyant que c'est l'Eldorado en Europe. Vous savez, il y a un exode monumental qui se prépare pour les décennies à venir, et c'est pour ça que je parle de crimes contre les Européens, de la part des dirigeants européens et français, bien entendu. Cet argument qui consiste à dire, voilà, il y a un défi démographique, dans quelques années, dans 50 ans, l'Afrique sera peuplée d'1 milliard d'individus qui vont se déverser sur l'Europe. Je veux dire, entre-temps, vous savez parfaitement que l'Afrique ne sera pas, dans 50 ans, ce qu'elle est aujourd'hui, et que ceux que vous considérez, ceux que vous désignez comme les réfugiés climatiques, partent déjà de leur village pour rejoindre des villes en Afrique, et l'immigration, je dirais, intracontinentale est quand même beaucoup plus importante que les populations migrantes qui vont vers l'Europe. Oui, ça conforte ce que je suis en train de dire. Non, mais ça ne conforte pas, puisque ce sont des populations qui immigrent essentiellement à l'intérieur du continent africain et pas vers l'Europe. Pour le moment, ils vont dans les grandes villes, effectivement, essayer d'avoir un petit peu plus de richesse que dans les endroits qui sont un peu miséreux. Mais demain, avec justement le péril climatique, qui va bien entendu aller, on est tout à fait d'accord avec la montée du risque climatique. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais forcément, ils vont aller chercher des zones où il fera bien entendu meilleur vivre, et je les comprends, moi, de leur point de vue. Moi, je peux le comprendre. Simplement, en tant que dirigeant responsable politique, je me dois d'anticiper les risques majeurs pour mes compatriotes, bien entendu français, mais aussi les concitoyens européens. Il y a 510 millions d'Européens aujourd'hui. Demain, comme vous l'avez dit, d'ici une génération, il y aura 2,5 milliards d'habitants en Afrique. Je dis, il y a un risque majeur de péril mortel de notre civilisation en Europe. La civilisation est menacée, carrément. Vous parlez de colonisation, de grand. En fait, ce qu'on entend chez vous, c'est le fameux grand remplacement, en fait, c'est ça. Oui, c'est ce que vous dites. De colonisation par d'autres populations qui ont eux-mêmes leur pays, leur nation et leur continent. Voilà. Bernard Monod, avant d'écouter notre invité Boubacar Seye qui est avec nous depuis Dakar, je vais vous poser une question. Vous y répondez sincèrement, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez réellement à ce que vous dites, ou c'est simplement un discours idéologique, justement? Mais c'est pas idéologique, monsieur, c'est la réalité des faits. Je veux dire, vous savez que j'appartiens à un parti, qui depuis 40 ans... Debout la France, Debout la France, et puis... Vous étiez Front National avant. Qui tirait le signal d'alarme il y a depuis 45 ans sur le péril de l'immigration. Aujourd'hui, vous voyez bien... Le grand remplacement n'a pas eu lieu depuis 45 ans. Je ne parle pas de grand remplacement, monsieur. Je parle de l'immigration par dizaines de millions qui sont arrivés en Europe et par millions en France, qui se sont installés, notamment d'immigration islamique, qui ont créé quand même des morts avec des attentats terroristes en France. Faut-il vous rappeler l'attentat terroriste sur la promenade des Anglais avec des centaines de morts et de blessés? Ce sont les immigrés D'accord. En l'occurrence, c'était un djihadiste, hein. Un seul, celui à 10 millions. Bon, écoutez, imaginez justement des milliers. Restez avec nous, Bernard Monod, restez avec nous. Boubacar Seye, vous êtes avec nous? Boubacar Seye, depuis Dakar.
président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Vous nous entendez? Non, on ne l'entend pas. Bon, écoutez, c'est dommage. Alors, Jocelyn Dravigny, qu'est-ce que vous pensez, je dirais, de cette approche de Bernard Monod sur les questions migratoires? On peut dire que je ne la partage pas, c'est complètement exagéré. Après, là où simplement on peut trouver un seul point commun entre nos deux discours, c'est justement le fait de souligner que cet accord, c'est une coquille vide, parce qu'il a été rédigé sur la base du plus petit dénominateur commun entre les États membres. Et le problème, c'est que sur les questions migratoires, actuellement, à l'échelle européenne, ce dénominateur commun, il est extrêmement réduit. Il est limité à la seule fin, qui est de limiter drastiquement les flux migratoires en direction du territoire europééen. Et donc, c'est très compliqué d'aboutir à un accord qui a de la matière. C'est vrai que pour trouver ce compromis, voilà, il fallait tenir compte évidemment de l'intransigeance de l'Italie, du refus des pays dits de Visegrad, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie, de discuter cette question migratoire. Il y avait évidemment aussi la menace de cette crise politique en Allemagne. Est-ce que finalement l'important n'était pas avant tout de sauver les apparences de l'Union européenne, c'est-à-dire présenter une forme d'unité de façade? Mais tout à fait, c'est ça. Cet accord, il est beaucoup plus symbolique qu'autre chose. On est complètement dans la logique d'affichage. Dans le sens où on a voulu montrer qu'on pouvait aboutir à un consensus à l'échelle européenne. On voulait montrer la solidarité, l'unité européenne. Et c'est ça qui était le plus important, mettre en avant les principes au-delà du caractère beaucoup plus opérationnel du texte. Oui. Alors, Bernard Monod, vous devriez être content finalement parce que les observateurs estiment que le texte de l'accord satisfait surtout l'Italie, dont le nouveau Premier ministre, Giuseppe Conte, a exercé une forte pression sur ses partenaires européens. Est-ce qu'on peut dire quand même que ce sont les pays les plus opposés à l'accueil des migrants qui aujourd'hui s'imposent dans ce dossier européen? Aujourd'hui, en termes d'intensité, effectivement, l'Italie réagit à hauteur du risque qu'ils vivent depuis déjà plusieurs années. Enfin, vous voyez bien déjà les migrants qui arrivent à Lampedusa, un petit peu partout en Italie, qui s'installent en Italie, mais aussi qui vont dans les autres pays européens, notamment, bien entendu, la France, compte tenu de son système de protection sociale très favorable pour les demandeurs d'asile. La France n'est pas parmi les pays qui accueillent le plus de migrants aujourd'hui en Europe, il faut le préciser quand même. Oui, enfin, statistiquement. Oui, c'est vrai que l'Italie et la Grèce sont les pays, les pays d'accueil par excellence aujourd'hui. Oui, ils sont en première ligne, effectivement. Et l'Allemagne, bien sûr. Le problème, c'est que l'Eldorado social, ça reste quand même la France. Je vous rappelle que nous avons ce qu'ils appellent la carte ADA, avec l'allocation des demandeurs d'asile, qui bénéficient immédiatement, dès qu'ils ouvrent un dossier, d'environ 500-600 euros par mois en contrôle. Ce n'est pas la France qui accueille le plus de migrants aujourd'hui, monsieur Monod. Vous le savez très bien. Mais attendez, monsieur, vous savez très bien qu'il n'y a pas de statistiques sur l'immigration en France. Si, on sait quand même le nombre de migrants qui ont été accueillis comparativement à l'Allemagne, par exemple. Vous le savez très bien. Monsieur, on ne parle que des immigrés légaux, vous ne parlez pas des immigrés clandestins. On parle des migrants. Et ça, vous pouvez doubler à des nouveaux migrants venus de la Méditerranée. De clandestins. Donc vous voyez bien en France qu'on est envahi quand même par l'immigration depuis des décennies, depuis les années 70, qu'il y a au bas mot 10 à 12 millions de personnes depuis 45 ans qui sont arrivées avec les générations qui ont suivi, qui sont issus de l'immigration. Oui. Bon, donc vous voyez bien que quand on parle de concept de colonisation, on n'exagère pas. On nous brocardait dans les années 70 et 80, et malheureusement aujourd'hui, l'ensemble des partis prend la mesure du problème de l'immigration, qui est un problème civilisationnel. Mais quand vous parlez de colonisation, Bernard Monod, les mots ont un poids quand même. Est-ce que les immigrés en France ont un projet colonial en direction des Français de souche, si j'ose dire? Mais pas individuellement, mais avec la complicité et la connivence des dirigeants qui sont pro-immigrants. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un concept économique. Il y aurait un complot donc, entre les immigrés et puis les dirigeants européens. Il n'y a pas de complot. Un complot colonial. Il y a une réalité économique qui fait que les dirigeants que je qualifie de criminels contre leurs propres citoyens ouvrent toutes leurs portes pour accueillir la terre entière. Il y a une volonté derrière économique. Parce qu'ils veulent des immigrants économiques pour venir être payés à 1 euro de l'heure, comme c'est le cas par exemple en Allemagne à Berlin, où la mairie de Berlin rémunère à 1 euro de l'heure les réfugiés, soi-disant les réfugiés, moi j'appelle ça des migrants, qui viennent des pays comme le Soudan,
Liban, l'Érythrée, la Syrie, etc. Bon, D'accord. des pays que nous-mêmes nous avons déstabilisés, je vous rappelle, avec la guerre en Libye, en Irak, etc. D'accord. Donc, D'accord. il y a une responsabilité internationale, donc. Restez avec nous. On va... Français, d'accord, très bien. On marque une pause pour la publicité. Et voilà, ça sera dans quelques minutes. On sera de retour dans 2 minutes à peu près. C'est pas très long la publicité. On va pouvoir rejoindre Dakar avec notre invité Boubacar Seye qui nous attend au téléphone, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Il a écouté nos invités. Il pourra nous apporter son regard, nous faire part de son regard, de son analyse sur cette réunion des Européens divisés face à la question migratoire. Ne partez pas, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. L'Europe divisée face à la question migratoire. Nos invités pour en parler avec nous ici en studio, Jocelyn Dravigny, doctorant en sciences politiques, rédacteur en chef de la revue Migration et Société. Au téléphone avec nous, Bernard Monod, eurodéputé du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe, stratégiste économique, membre de Debout la France, ancien membre du Rassemblement national, ex-Front national. Et avec nous au téléphone depuis Dakar, Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Et dans quelques instants, nous allons accueillir Marine de Haas, responsable des questions européennes à la CIMAD. Boubacar Seye, on vous a retrouvé, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir Francis. Oui, vous avez... Oui, nous vous écoutons, allez-y. Voilà, sur ce sommet, il faut rappeler que depuis la crise syrienne, les dirigeants européens peinent à trouver un consensus et une stratégie commune en matière de migration et de droit d'asile. S'y ajoute cette déferlante libyenne, véritable casse-tête. Je dirais même la goutte d'eau qui fera déborder le vase et qui sera à l'origine de cette crise diplomatique même au sein de l'Europe. L'un des défis majeurs de ce sommet était tout simplement de sauver l'Europe d'une déconstruction, voire même d'une implosion, parce qu'il y a problème. Il y a problème au sein de ces dirigeants, effectivement, qui peinent à trouver un grand consensus sur ce dossier migratoire-là. C'est ce qui explique même, d'ailleurs, ces accords taillés à la juste mesure de la volonté des pays radicalisés. Je parlerai du groupe de Visegrad, vous l'avez parlé tout à l'heure. En réalité, l'Europe a cédé à la pression et aux menaces du groupe de Visegrad. Parce que sur le fond, il n'y a rien de concret. Quelles sont les propositions? Il n'y a pas eu de proposition viable. Il n'y a rien de solide. Parce qu'on nous parle de centres d'accueil. Mais ces centres ont toujours existé. Aujourd'hui, nous passons de centres d'accueil, de centres fermés à centres contrôlés. Alors, vous comprendrez qu'effectivement, il n'y a rien de valable. L'Europe a tout simplement voulu masquer la face. L'Europe a créé un sujet, un sommet du monde, pour trouver un accord sur le désaccord. Voilà ce qui s'est passé exactement en Europe. Pour sauver l'Europe, dites-vous. Il fallait sauver l'Europe, en tout cas sauver les apparences. Non, c'était pour sauver les apparences. Il faudrait que cette démagogie-là, cette hypocrisie-là cesse dans la gestion de ces... Vous savez, le véritable danger de l'Europe aujourd'hui, le véritable défi, c'est de lutter contre ces espaces de repli identitaire. Véritable menace pour sa sécurité et pour sa sécurité. Il faut lutter contre ces discours populistes. Il faut lutter contre aujourd'hui ces populistes de service qui surfent sur l'immigration et l'islam mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique. Je crois que le véritable débat de fond devrait être à ce niveau-là. Et nous, en tant qu'organisation européenne, en tant que citoyens européens aussi, nous tirons la sonnette d'alarme et nous exhortons ces dirigeants européens qui ont tous échoué dans leur idéologie classique et qui surfent sur ce dossier-là, qui reviennent à la raison. Que l'Europe s'adonne à la nouvelle donne des migrations internationales et que l'Europe sache qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une internalisation de ces flux migratoires-là depuis le nouveau millénaire. Le volume a triplé. Toutes les régions du monde sont concernées, soit par le départ, soit par le transit, soit par l'accueil. Et il faudrait un nouvel mode de gestion. Nous exhortons les États, l'Europe particulièrement, à un autre mode de gestion autre que celui que nous sommes en train de voir. Il y a toute une hypocrisie, ils le savent très bien, chacun gère ses intérêts géopolitiques et géostratégiques. En réalité, on parle de divergence, mais il n'y a pas de divergence notoire. L'Europe a tout simplement cédé. Ce groupe de Visegrad dont vous parlez tout à l'heure, malheureusement, un groupe aujourd'hui qui s'agrandit avec l'Italie. Avec l'Italie, avec l'Italie, avec l'Autriche. Avec l'Autriche, mais
Mais ces gens-là, ils ont au moins eu le courage de dire ce que les autres pensent en bas. Il y a toute une hypocrisie. Pour preuve, on a parlé tout à l'heure de cette crise migratoire, de ce bateau qui flottait en mer pendant plus d'une semaine. Mais à part l'Espagne, à qui je rends aujourd'hui un vibrant hommage, je rappelle qu'Horizon Sans Frontières est une organisation espagnole et nous en sommes fiers que l'Espagne aujourd'hui qui a donné une grande leçon de morale, une grande leçon de bonne gouvernance en matière d'immigration. Je crois qu'il faudrait que cette hypocrisie cesse. Merci. Les Nations Unies prennent leurs responsabilités et l'opinion internationale prenne ses responsabilités sur ce dossier-là. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une Europe qui piétine sur ses valeurs. Merci. On est en train de... Merci. Restez avec nous, Boubacar Seye. On va accueillir à présent Marine de Haas, responsable des questions européennes à la CIMAD. La CIMAD, qui est une association de solidarité, de soutien politique aux migrants, aux réfugiés et aux déplacés, aux demandeurs d'asile et aux étrangers en situation irrégulière. Marine de Haas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, je ne vais pas demander votre regard sur cet accord. On en a beaucoup parlé. Jusqu'à présent, les demandes d'asile dans les pays européens se fondaient sur ce qu'on appelle le règlement de Dublin, auquel était soumis, était soumis, je veux dire, fonctionnait en vertu, de la Convention de Genève. Alors, est-ce que les nouvelles dispositions qui ont été annoncées le 29 juin dernier par les pays membres de l'Union européenne sont conformes à ce règlement de Dublin? Alors, justement, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit précédemment sur le fait que les conclusions de ce Conseil européen sont dans la droite ligne de ce qui a été fait les années précédentes, avec des propositions qui vont droit dans le mur. Nous, c'est ce qu'on répète depuis plusieurs années, avec une seule obsession de la migration et un manque d'imagination assez déplorable sur ces questions. Oui. Sur la question de Dublin, justement, le Conseil européen était attendu sur cette question, parce qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans l'Union européenne de repenser le système d'asile pour imaginer un système qui fonctionne, qui soit plus inclusif, qui permette aux États aussi de mieux collaborer les uns avec les autres, mais aussi de protéger les personnes, parce qu'il s'agit quand même d'être en quête de protection, je tiens à le rappeler. Et justement, ce Conseil devait aboutir à une position commune du Conseil, justement, sur ce règlement de Dublin, pour pouvoir entrer en négociation avec le Parlement, et c'est l'échec total, puisqu'il y a un paragraphe en toute fin qui parle de ces négociations pour dire que, en gros, ils ne se sont toujours pas mis d'accord. Donc c'est vraiment un aveu de l'incapacité de ces États ou de la non-volonté d'avancer sur un système commun qui permette de protéger les personnes. Oui. Alors, au fond, quelle différence il y a aujourd'hui entre ce qu'on appelle désormais centres de contrôle et les centres de rétention qu'on connaît généralement? Parce que voilà, il y a deux éléments dans le texte de cet accord, de ce compromis. Il y a la création de ce qu'on appelle les centres contrôlés, où seraient hébergés donc les migrants et réfugiés. Ça se passerait donc aux frontières, dans les frontières de l'Union européenne. Et puis il y a ce qu'on appelle les plateformes de débarquement hors des frontières de l'Union européenne, où seraient hébergés donc ces migrants sauvés dans les eaux territoriales libyennes. Alors, 3 pays ont été sollicités pour cela, la Tunisie, le Maroc et aussi la Libye. La Libye qui compte déjà les camps, les fameux camps de l'enfer, comme le disent les ONG. D'ailleurs, les 3 pays d'ailleurs ont rejeté cette proposition de l'Union européenne. Qu'en est-il des centres de rétention aujourd'hui par rapport à tout cela? Alors là, on est sur des choses un petit peu différentes. Les plateformes de débarquement, c'est une vieille idée, c'est pas nouveau, qui a été ramenée là pendant ce conseil. En fait, on est dans une dynamique d'externalisation, donc on sous-traite la gestion et le tri des personnes, puisqu'il s'agit de ça, il s'agit de trier entre les bons et les mauvais migrants. On le sous-traite à des pays tiers, comme ça, loin des yeux, loin du cœur. On ne voit pas ce qui se passe dans les prisons libyennes. Oui. Par ailleurs, ces pays, on leur a jamais demandé leur avis. Donc, à ma connaissance, c'est pas du tout un projet réalisable pour l'instant, sans même évoquer les questions de droit international, de non-refoulement, de Convention de Genève et de Convention européenne, sur lesquelles les États ont l'air de s'asseoir allègrement. Sur la question des centres contrôlés, c'est encore, à mon sens, une coquille complètement vide, puisque les conclusions proposent que ce soit sur une base volontaire. Donc vous savez qu'en ce moment, quand on propose des choses de manière volontaire dans l'Union européenne, ça ne fonctionne pas. Déjà, ça ne fonctionne pas quand on le propose de manière contraignante, comme la relocalisation.
Donc on peut se demander un peu où ces centres verront le jour, quand, comment et surtout dans quelles conditions, comment seront traitées les personnes à l'intérieur. Est-ce qu'elles auront accès à une procédure d'asile et qu'est-ce qui se passera avec les personnes qui ne se verront pas reconnues? Qui est-ce qui traitera leurs demandes? Donc voilà, nous, avec notre expérience justement dans les centres de rétention en France, les centres de rétention, je le rappelle, ce sont des sortes de prisons administratives pour les personnes étrangères que la France souhaite expulser et où aujourd'hui on enferme encore des enfants. On sait très bien que l'enfermement a des conséquences absolument traumatisantes pour les personnes étrangères, pour toutes les personnes. Et donc nous, on est fermement opposés à ce genre de système de tri. Finalement, après cette réunion de dirigeants des pays membres de l'Union européenne, on revient finalement à case départ, quoi. Rien n'a bougé en réalité. Alors, nous, c'est ce qu'on dit. Ce qui bouge, c'est qu'on continue à aller dans une hystérisation complète de la question migratoire. C'est ça. D'ailleurs, les mots que j'ai entendus un peu avant sur des concepts de millions de personnes qui seraient déversées sur l'Europe. Pour coloniser l'Europe. La colonisation, le grand remplacement. Enfin voilà, on voit qu'on est dans des théories du complot et dans une hystérisation qui, en plus, balaye d'un coup de main le fait que l'Europe elle a été faite par beaucoup de personnes d'horizons différents et qu'il y a aujourd'hui des milliers, des millions de Français qui ont ces origines étrangères et dont les grands-parents sont venus construire la France à un moment. Donc voilà, remettre ça aussi en perspective. Donc c'est ça qui prend encore plus de vitesse en ce moment pour moi, c'est les discours manichéens. Et c'est le fait qu'on soit dans une vision complètement négative et hystérique de la question migratoire. Les réponses qui sont apportées, nous, ça fait 20 ans qu'on dénonce le renforcement des frontières et le fait que des personnes continuent de mourir pour venir chercher une protection en Europe. On est à presque 1500 personnes depuis janvier 2018 qui sont mortes en Méditerranée seulement. Donc c'est quand même ça doit un peu réveiller les consciences. Merci beaucoup, Marine Dehers. Merci de votre contribution à ce grand débat. Je rappelle que vous êtes responsable des questions européennes à la CIMAD. Merci infiniment. Alors, dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a annoncé le 1er juillet dernier son intention de création d'une ligue des ligues qui réunirait plusieurs partis nationalistes en Europe, ayant pour projet de fermer les frontières européennes aux migrants. Alors, pour lui, l'objectif est désormais d'unir toute l'Europe autour de cet objectif. Et en rappelant l'épisode de l'Aquarius, le ministre de l'Intérieur italien a promis ceci, je cite, « Ce que nous avons réussi à faire cette année, l'année prochaine, nous le ferons au niveau continental. » Bernard Monod, je suppose que vous vous associez totalement à ce projet de la Ligue des Ligues pour un combat européen contre toute forme de migration, c'est ça ? Évidemment, parce que c'est un combat presque civilisationnel. Le péril mortel, ce que je viens d'entendre, notamment de la part de Madame Marine Dehers, est totalement irresponsable. Elle n'est pas responsable et dirigeante politique pour défendre ses compatriotes. Nous avons reçu un mandat pour défendre et protéger nos compatriotes des différents risques qui menacent. Et Dieu sait s'il y en a, si vous voulez. Donc j'invite les autres intervenants à lire le livre de Monsieur Stephen Smith, La ruée vers l'Europe. L'Afrique va continuer à se déverser inéluctablement en Europe de Bernard Lugan, également les travaux de Monsieur Jean-Paul Gourevitch qui mesurent l'ampleur. Mais pourquoi cette obsession africaine, Bernard Monod? Parce que les migrants viennent de toutes parts dans le monde. Les mouvements migratoires, je veux dire, sont des mouvements qui sont anciens, qui font partie, je dirais, du cours normal de l'existence sur cette planète. Mais nous sommes d'accord, monsieur. Alors, quand j'entends parler du peuplement de l'histoire de l'Europe, mais les migrations ont lieu intra-Union européenne, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Grèce, partout. On est d'accord là-dessus. Moi, je vous parle des populations extra-européennes. Donc, ce déferlement, ce déversement... Vous parlez surtout de l'Afrique. Notamment, l'Afrique, parce que c'est ce qui est plus proche, notamment avec le Maghreb. Bon. Mais si vous voulez, nous ne sommes pas responsables de l'ensemble des maux de la terre entière. Si vous voulez. Il y a 200 pays dans le monde, il y a 28 États membres, il y a quand même 170 pays dans le reste du monde. Pourquoi toujours venir en Italie, en Grèce, en France, en Espagne, etc. Alors, quand Emmanuel Macron dit ceci, je vous cite, l'Europe devra vivre encore longtemps avec le défi migratoire. Nous ne vivons pas dans une île. Fin de citation. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Non, on vit dans un continent, et d'un continent d'ailleurs que nous souhaiterions élargir, justement de Lisbonne jusqu'à Vladivostok, c'est-à-dire en incluant la Russie. Voilà. Déjà à 28, vous avez du mal à vous en sortir. Alors, je veux dire, un grand continent européen qui défend ses propres valeurs civilisationnelles et qui ne sont pas les mêmes que le reste du monde. Et je vous dis, c'est un péril mortel contre notre civilisation. Oui. L'immigration est un véritable fléau qui n'en est qu'au début du commencement. Oui. Ça va être un déversement dans les décennies qui vont arriver. Vous avez parlé de 45 ans de colonisation. Vous avez parlé de 45 ans d'immigration en France. C'est le chiffre que vous avez énoncé tout à l'heure. Est-ce que 45 ans plus tard, vous vous sentez plus colonisé que 45 ans plus tôt? Mais écoutez, moi, je ne reconnais plus la France de mon enfance. Ah oui. Moi, je prends régulièrement les transports en commun. Je peux vous dire que entre il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est plus du tout. La France d'aujourd'hui est différente de celle de Napoléon, c'est évident, oui. Non, je parle monsieur d'il y a 30 ans. Voilà, c'est une génération. En une génération, la physionomie de la France a radicalement changé. Et ça va, bien entendu, ça va arriver aussi dans les campagnes, dans les provinces, dans les zones rurales. D'ailleurs, vous voyez bien que les migrants, on les installe dans des villages un peu partout qui sont plus ou moins isolés pour peupler justement ces villages. Donc, il y a un péril mortel et nous attirons l'attention de l'ensemble de nos compatriotes et des Européens sur le risque pour leur survie de leur civilisation. Merci Bernard Monod. Restez avec nous, on marque une pause à nouveau pour la publicité. Retour dans 2 minutes pour reprendre le cours de ce débat consacré à l'Europe, divisée face à la question migratoire. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. L'Europe divisée face à la question migratoire. Nos invités, Jocelyn Dravigny, Bernard Monod et Boubacar Seye qui est avec nous depuis Dakar. Boubacar Seye, très rapidement. Alors, on voit bien aujourd'hui que cette question migratoire est devenue un enjeu politique majeur quand même pour les pays européens. Oui, je crois que Francis, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut essayer de stopper, c'est cette vision démographique alarmiste et sensationnaliste. On parle d'évasion. En réalité, il n'y a pas d'évasion. Il faudrait cesser avec ces discours populistes. Pour rassurer la France, je voudrais rappeler tout simplement que les flux ne sont pas vers la France. Et pour preuve, le solde migratoire est inférieur à 1,6 en France. Le véritable problème de la France, je félicite d'ailleurs François Hérat, ancien directeur de l'INET, sur ses travaux. Le véritable problème de la France, je crois que, comme il l'a dit, le problème de la France, ce n'est pas une intrusion massive, mais une intrusion tardive. Le véritable problème de la France, c'est l'intégration de ces... ils ont parlé tout à l'heure de migration extra-européenne, qui nous touche, nous les subsahariens et autres. Je crois que le véritable fond du problème, c'est l'intégration. Je parlerai de l'intégration structurelle et culturelle de ces populations qui posent problème. Maintenant, au niveau européen, c'est vrai, c'est un défi, comme ils le disent, mais il faut rappeler que c'est une chance pour toute l'Europe, vu les problèmes d'ordre conjoncturel. Ce n'est pas ce que dit M. Bernard Monod, que vous avez entendu, Boubacar Seye. M. Bernard Monod a plutôt un discours alarmiste. Il parle d'invasion, de colonisation, de défis civilisationnels. Aujourd'hui, le défi de l'Europe, c'est tout simplement de lutter contre ces discours populistes. Il faudrait une Europe de la diversité. Et c'est ce que l'Europe n'arrive pas à comprendre. La véritable menace aujourd'hui, ce sont ces discours populistes. Oui. Alors, justement, Boubacar, restez avec nous. Je vais demander à Jocelyn Dravigny, parce que finalement, voilà, derrière ces positions anti-immigrés, ces discours anti-immigrés, est-ce qu'il ne faut pas craindre finalement la montée d'un nationalisme qui serait lui-même porteur de danger pour les Européens eux-mêmes? Mais, tout à fait. D'ailleurs, on le voit dans le discours alarmiste qu'on nous tient ici même à l'antenne. On insiste sur cette invasion, etc., simplement pour donner quelques chiffres, pour un peu recadrer le débat. Sur l'année 2018, sur les 6 premiers mois, on est à environ 50 000 franchissements irréguliers au niveau de l'Union européenne. Pour rappel, en 2015, on dépassait le million sur l'année. Donc voilà, on peut faire le rapport entre les deux. Actuellement, on a l'impression d'être dans une crise migratoire avec cette réunion en urgence au niveau du Conseil européen. On est plus dans une crise politique qu'une crise migratoire. Et cette crise politique, elle vient, vous l'avez dit, de postures populistes qui sont prises et qui sont de plus en plus nombreuses au niveau européen, malheureusement. Alors, Bernard Monod, alors, face à ces chiffres, finalement, je veux dire que votre discours semble un peu décalé tout de même, non?
Mais attendez, c'est n'importe quoi de ce que j'entends. Ah bon? Il suffit que les gens regardent autour d'eux, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice, à Bordeaux, partout. Enfin, il faut arrêter de prendre les gens. C'est incroyable ce que vous dites. Quand vous dites qu'il faut que les gens regardent autour d'eux, ça veut dire quoi? Que autour d'eux, il n'y a que l'invasion migratoire? Mais parce que regardez le nombre de migrants qui sont autour de vous, tout simplement. Et regardez les déficits. Comment vous reconnaissez un immigré d'un Français? Comment vous distinguez un immigré d'un Français dans la rue? Regardez les chiffres et les déficits sociaux au niveau notamment des allocations aux demandeurs d'asile. Regardez les RSA qui sont accordés, la CMU, l'AME, etc. Vous voyez bien, ces budgets sociaux ils sont en train de s'envoler. Donc il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Et tout ça, c'est lié à l'immigration. Ils se rendent compte que la physionomie de leur pays a changé depuis des décennies. Donc c'est la réalité. Et nous, on ne fait pas la politique de l'autruche, voilà. Donc, alors, moi j'ai entendu plein de choses, mais je n'entends pas de vraies solutions. Nous, ce que nous proposons très concrètement... Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est la suspension de Schengen dans un premier temps pour arrêter cette hémorragie qui rentre partout en Europe et pouvoir contrôler et rétablir nos frontières nationales pour réguler, pour savoir qui rentre chez nous et qui s'y maintient dans un premier temps. Et deuxièmement, faire une vraie politique de co-développement avec les pays africains, le Maghreb, etc., pour maintenir dans leur pays, parce que il faut pas croire que les gens qui viennent en Europe, je pense qu'ils préféreraient quand même largement rester dans leur propre patrie, avec leurs familles, leurs amis et leurs collègues. Bon, donc ces gens-là, il faut leur donner un moyen de se développer dans leur propre pays et éventuellement trouver des financements, les aider à construire des infrastructures qui puissent leur permettre de faire de l'agriculture, de l'élevage, de construire des industries, ça marche pas, ça. Des PME, mais ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça a été fait par des gens qui sont incompétents depuis des décennies et qui ont la volonté d'abord de faire entrer des vagues migratoires parce que ils veulent les exploiter comme vous savez l'immigrationnisme aujourd'hui c'est une nouvelle forme d'esclavagisme moderne parce que ces gens-là ont la prétention de les payer 1 euro de l'heure. C'est ça la réalité. Donc quand on a 22 millions au moins de chômeurs en Europe, on va pas faire rentrer des migrants économiques pour pouvoir les faire travailler à la place et à des salaires aussi bas. Alors moi je dis c'est une forme d'esclavagisme moderne. Donc on a des solutions humanistes que nous proposons de co-développement international et puis on n'a pas vocation à accueillir de l'ensemble des gens de la planète en Europe et en particulier en France. Oui, justement, je pense que la France apporte sa part, mais en tout cas la France n'est pas le pays qui accueille le plus d'immigrés dans le monde. Parce qu'à vous écouter, on a l'impression qu'effectivement tous les flux migratoires sont dirigés vers la France. Aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 500 000 migrants illégaux et clandestins qui rentrent tous les ans en France. J'entends bien. La ville de Rennes tous les ans. Voilà. Jocelyne Dravi vient de vous donner des chiffres qui sont totalement différents de ceux que vous avez énoncés, mais bon, c'est pas grave. J'entends bien ce que vous dites, Bernard Monod. Voilà, évidemment, il n'y a pas de statistiques. Tous les discours sont respectables, mais j'ai quand même du mal à croire que vous pensez vraiment ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une posture absolument idéologique. Vous voyez, il y a une majorité de citoyens européens qui pensent comme nous aujourd'hui. Environ 60%. N'êtes-vous pas dans une posture essentiellement idéologique, encouragée aujourd'hui justement par des pays comme l'Italie, comme des gouvernements comme ceux des pays de Visegrad? Parce que les Italiens n'en peuvent plus. Quand on a des crises économiques et sociales comme on a en Italie aujourd'hui, où même le système bancaire est quasiment en faillite, et que vous voyez des déferlements de nouvelles populations qui viennent pour utiliser les richesses de ces pays-là, c'est plus possible. Il y a des populations autochtones qui ne supportent plus ça. C'est pour ça que vous avez de tels votes et que Salvini et Di Maio ont été élus, que M. Conte est aujourd'hui président du Conseil. Merci. Voilà. Et c'est lui, le vrai homme puissant en Europe aujourd'hui, c'est M. Conte. Ah, mais c'est l'homme le puissant aujourd'hui en Europe, c'est intéressant. Bernard Monod, restez avec nous. On va marquer une nouvelle pause pour le Flash Info de 19h qui sera présenté dans quelques instants. Je vous invite à l'écouter par Saladin Gakour et le grand débat reviendra ensuite. Nous serons ensemble jusqu'à 19h20 et nous allons pouvoir reprendre donc après le Flash le cours de ce débat consacré à l'Europe divisée face à la question migratoire. À tout à l'heure, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo.
L'Europe divisée face à la question migratoire. Nos invités pour en parler, Jocelyn Dravini, doctorant en sciences politiques, rédacteur en chef de la revue Migration et Société. Au téléphone avec nous, Bernard Monod, eurodéputé du groupe Europe de la Liberté et de la Démocratie Directe, LDD, stratégiste économique, membre de Debout la France, ancien membre du Rassemblement National, ex-Front National. Et Boubacar Seye qui est avec nous au téléphone depuis Dakar, président de l'ONG Sans Frontières, que nous allons rejoindre à présent. Boubacar Seye, hier à Bruxelles, le chef de l'État angolais João Lourenço déclarait devant les eurodéputés réunis à Strasbourg ceci, je le cite, l'Union européenne et l'Afrique ont toutes les deux à gagner à ce que l'Afrique soit en mesure de retenir ses fils en leur proposant de meilleures conditions de vie et des perspectives d'emploi. Ce n'est qu'une petite partie d'un long discours prononcé par le chef de l'État angolais. On voit bien que finalement, voilà, la vraie réponse à la question migratoire, surtout, on parle surtout de ces migrations dramatiques, parce qu'évidemment, on n'empêchera jamais les hommes de circuler, d'aller et de venir, de choisir le lieu où ils ont envie, évidemment, de vivre. Mais on parle surtout de ces migrations tragiques, et celles, en tout cas, qui ont fait de la Méditerranée aujourd'hui un grand cimetière marin. Et cette réponse se trouve bien dans les pays d'accueil, dans les pays d'Afrique, non? Absolument. Aujourd'hui, le besoin de sortir définitivement de la précarité a affecté durablement la mentalité de toute la jeunesse africaine qui pense que la solution se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça a produit ce que ça a produit, malheureusement, des drames qui se succèdent et se répètent en Méditerranée. Ce dossier aujourd'hui nécessite un traitement d'urgence, des modules de sensibilisation, c'est ce que nous sommes en train de faire à Horizon Sans Frontières, c'est la raison de notre présence en Afrique, sensibiliser sur ces drames, et aussi de nouvelles stratégies d'orientation. Parce que ce qui se passe est tout simplement dû à l'absence d'initiatives stratégiques et de vision prospective de ces dirigeants africains qui n'ont eu aucune vision stratégique pour canaliser cette jeunesse aujourd'hui en quête d'un avenir meilleur. Il y a urgence absolue et nous appelons à la responsabilité. Je reviendrai tout à l'heure sur le fonds judiciaire. En réalité, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Parlez-en tout de suite parce qu'il nous reste 10 minutes d'émission, alors allez-y. Voilà, l'Europe cherche à gérer ces problèmes-là. Par l'argent, des fonds, ça a échoué. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui une relecture des perspectives. Cet argent qui a été injecté depuis des années et des années, cet argent n'a jamais profité aux ayants droit. Nous disons non à un fonds fiduciaire pour l'Afrique. Il faudrait que l'Afrique prenne ses responsabilités. Il faudrait que l'Afrique aujourd'hui propose une nouvelle relecture et d'autres perspectives pour sa jeunesse. Aujourd'hui, personne n'en parle. C'est des Africains qui meurent en Méditerranée. Il y a un silence choquant. L'Afrique n'en parle pas. Il y a eu avant-hier un sommet sur l'Afrique. On saute sur la question. Et malheureusement, on laisse le champ libre aux dirigeants européens qui ont échoué sur leur idéologie classique, alors qu'ils proposent des solutions qui ne sont pas viables. Et je voudrais rappeler, Francis, si vous permettez, tout simplement pour dire que l'Europe a un devoir d'obligation envers aujourd'hui ce dont ces migrants, je parlerai de ces réfugiés dont la vie se trouve menacée. Par respect à la Convention de Genève de 1951, par respect au Pacte européen sur l'immigration et le droit d'asile, et par respect aussi au sens de l'humain et de la dignité humaine. Aujourd'hui, la migration pose des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine. Il faudrait une remise en cause totale dans la gestion de ce que nous avons mis en perspective et nous avons appelé à Horizon Sans Frontières le triptyque immigration, paix et sécurité. Il y a toute une hypocrisie. L'Europe doit se remettre en cause et l'Afrique doit prendre ses responsabilités pour stopper ces drames en Méditerranée. Alors, quelle est votre réflexion, très rapidement, Boubacar Seye, sur ce discours populiste qui monte aujourd'hui en Europe? Vous avez écouté tout à l'heure Bernard Monod qui disait tout à l'heure, voilà, le Premier ministre italien aujourd'hui est l'homme fort de l'Europe. C'est quand même ce discours qui s'impose aujourd'hui dans le champ européen sur cette question migratoire. Mais notre défi aujourd'hui en Europe, c'est de lutter contre ces discours populistes, c'est de lutter contre les replis d'espaces identitaires, véritable menace aujourd'hui pour la paix et la sécurité et la stabilité en Europe. Je crois qu'aujourd'hui, j'interpelle les dirigeants européens, j'interpelle l'Union européenne sur le volet éducatif et éducatif pour démontrer que l'immigration est un facteur d'équilibre social et économique, est un facteur de dynamisme économique, c'est un facteur aussi de reconstruction démographique. Je crois que
Renzi qui parle, l'Italien qui parle, mais il est hypocrite dans ce qu'il dit. Je rappelle que l'Italie gagne plus de 3 milliards. Ce n'est pas un Italien, Bernard Monod n'est pas un Italien, c'est un eurodéputé français. Non, je ne parle pas de Bernard Monod, c'est l'extrême droite. Le défi de la France, c'est de lutter contre l'extrême droite. Je crois que la véritable menace en France, c'est l'extrême droite. Il faut lutter contre ces discours politiques. Ils le savent très bien. Ils parlent tout à l'heure de migrants. Mais je rappelle que la France est une terre d'immigration depuis la seconde moitié du 19e. Ces gens qu'ils indexent comme étant des immigrés, ils ne sont pas des immigrés. Ils sont nés là-bas, comme lui. Et là, vous regardez l'hypocrisie. Je crois que le problème de la France, c'est de lutter contre ces gens-là. Ils sont une menace pour la France et toute l'Europe. Et nous disons non. Nous disons non et nous allons lutter contre ça. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est l'effet domino. L'effet domino risque d'être fatal dans toute l'Europe. Aujourd'hui, l'Italie a rejoint le train des extrémistes. Voilà, l'Autriche, etc., etc. On sait qui va suivre. Et là où nous interpellons l'Union européenne à la responsabilité. Ce qui se passe est anormal. Alors, qu'on parle de migrants pour des gens que j'ai dit tout à l'heure, nous l'avons dit tantôt, que la France a un statut. Ces gens dont ils parlent de l'immigration extra-européenne, mais ils se trompent. Regarde l'actuelle composition de la population française. 22,5% sont d'origine étrangère. Un Français sur 4 a au moins un de ses grands-parents nés étrangers. Il faudrait qu'il se détrompe. Merci Boubacar Seye. Merci beaucoup. Les flux ne sont pas vers la France. Le solde migratoire est 1,6. Il faudrait que ça s'arrête, cette comédie-là. Les flux ne sont pas les plus importants vers la France. Merci en tout cas Boubacar Seye. Restez avec nous. Bernard Monod. Juste une question Bernard Monod, parce que vous êtes un eurodéputé de Debout la France. Debout la France est aujourd'hui un mouvement d'extrême droite? Pas du tout. Je suis outré par rapport à ce que m'a dit M. Boubacar Seye. Moi, ce que je vois, c'est qu'il ne voit d'abord que ses intérêts. Il ne parle que des intérêts des Africains en Europe, où l'Europe devrait ouvrir toutes ses portes. Mais au nom de quoi ? Je veux dire, s'il y a des gens en danger, effectivement, il faut les accueillir au nom du droit d'asile. Mais je veux dire, tous les pays d'Afrique ne sont pas en guerre. Aujourd'hui, que je sache, il n'y a plus que la Syrie qui est encore en guerre, et encore, c'est en train de s'atténuer. Donc, si vous voulez, maintenant, si on parle de réfugiés, et de migration économique, c'est plus du tout le même problème. D'où l'importance aujourd'hui de la création du statut des réfugiés climatiques qui a été fait par toute la classe et la caste qui nous dirige, c'est-à-dire les européistes, les eurofédéralistes et tous les partis qui sont fédéralistes, avec cette volonté de faire rentrer des migrants, parce que c'est de l'exploitation de ces populations qui arrivent et qui vont être exploitées, voire, je parle bien de formes d'esclavagisme moderne. Voilà, parce que ces gens-là vont être soupçonnés. En fait, vous refusez toute forme d'immigration pour protéger les migrants potentiels, c'est ça? C'est l'inverse de l'humanité. L'humanité, c'est d'aider les populations à rester dans leur propre pays, dans leur propre patrie, de pouvoir développer leur propre pays. Et ça, nous sommes prêts à les aider. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion, Bernard Monod, entre, je veux dire, ces migrants, évidemment, qui, à leur risque et péril, prennent, vont en Méditerranée, évidemment, en partant des camps de l'enfer, comme on dit aujourd'hui, de la Libye, et puis des individus qui choisissent simplement de se déplacer. Ça, vous n'empêcherez jamais les êtres humains de se déplacer, d'aller là où ils ont envie d'aller. C'est aussi valable pour les Français que pour toutes les autres nationalités. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Ces pauvres gens sont exploités. Ce sont des malheureux qui sont exploités par des passeurs et par des ONG. C'est ça qui pose problème, essentiellement. Ces ONG sont financées par des financiers internationaux qui sont mondialistes et qui veulent justement créer le chaos en Europe. C'est sur cette question que l'Europe cherche des solutions aujourd'hui, parce que et pour revenir à votre propos initial, ce ne sont pas ces migrants qui menacent la civilisation européenne, me semble-t-il. Mais d'accord, mais le problème, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt, monsieur. Vous n'avez pas de 1500 morts. C'est très triste, on est très malheureux pour eux. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup plus de gens, d'étrangers qui arrivent à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, et qui départent dizaines de milliers tous les jours, et qui ne quittent plus, en grande partie, le territoire. Une fois qu'ils sont en Europe, et en particulier en France, ils y restent. Voilà. La meilleure preuve, c'est que quand vous avez des demandeurs d'asile qui sont déboutés, à 95%, ils restent en France. Ils ne sont pas expulsés. Donc c'est ça la réalité. Donc, quand je vous parle de 500 000 personnes légaux et clandestins qui arrivent en France, c'est la réalité des choses. De toute façon, les Français s'en rendent bien compte. C'est bien pour ça. Je me tourne vers notre doctorant en sciences politiques, parce que voilà, moi je n'ai pas évidemment le fétichisme des chiffres, évidemment. Monsieur Monod dit voilà, il y a des dizaines de milliers de personnes qui tous les jours franchissent les frontières et ne partent plus. On a l'impression finalement que voilà, que
Pourtant, on sait que les conditions d'immigration en France sont devenues extrêmement drastiques quand même, Jospin Dramini. On est dans la mauvaise caricature. C'est vrai que c'est très facile de prendre un chiffre énorme et puis de faire peur aux Français. Simplement, quand on parle de 500 000 migrants réguliers et irréguliers, on entend tout type de migrants, c'est-à-dire à la fois les expatriés, les réfugiés, voilà. Donc on les entend, étudiants. Exactement. Donc on entend vraiment tout type d'immigration. On est loin des clichés qui sont véhiculés par l'extrême droite. Vous savez, Bernard Monod, que ce sont les ambassades françaises dans les pays étrangers qui délivrent le plus difficilement les visas depuis plusieurs années maintenant. Bah, Les conditions d'immigration vers la France sont extrêmement drastiques, même pour des touristes. Hein. Si c'est la réalité, je m'en félicite. Mais c'est une réalité. Le seul problème, c'est que vous avez une immigration clandestine organisée par des filières de professionnels, parce que c'est devenu l'immigration business. Oui. C'est ça la réalité. Et que font les gouvernements pour empêcher ça? Rien du tout en Europe. Au contraire, ils facilitent ça avec les dirigeants européens, que sont M. Juncker, M. Tusk, et puis toute la nomenclatura fédéraliste qui ont besoin de cette armée de réserve industrielle pour pouvoir les exploiter économiquement. C'est ça le fond du problème. Quand on a 22 millions de chômeurs en Europe et 6,5 millions en France, on ne fait pas venir des flux migratoires pour les exploiter. C'est ça l'inhumanité. Nous sommes à la limite plus humains que la plupart des autres. Est-ce que vous dites très clairement aujourd'hui que les dirigeants européens organisent encore des filières d'immigration vers l'Europe? Mais ils laissent faire, bien entendu. Des ONG qui vont récupérer... Alors vous mélangez tout. Je suis désolé, Bernard Monod. Vous parlez des dirigeants, des ONG, c'est pas la même chose, hein? Non, mais attendez, les dirigeants européens laissent faire les ONG dans leurs pratiques. Ah bon? Regardez ce qui s'est passé avec l'Aquarius. Ce sont les dirigeants européens qui font un mauvais procès aujourd'hui à ces ONG, Bernard Monod. Mais c'est de la façade, ça, monsieur. C'est pour calmer les gens mécontents en France et en Europe, tout simplement. Oui. Mais indirectement... Oui. Ce sont des immigrationnistes qui veulent et qui ont besoin de cette main-d'œuvre à bas coût pour pouvoir les exploiter. Et c'est ça l'inhumanité. Nous sommes beaucoup plus humains que la plupart de ces dirigeants qui sont au pouvoir depuis des décennies. Je vous le rappelle, ce chaos que nous sommes en train de vivre, c'est parce que vous avez des gens qui sont pour moi disqualifiés politiquement, qui ont laissé depuis les années 70, notamment avec le regroupement familial de M. Giscard d'Estaing et de M. Chirac en 76, c'était le début du commencement. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des millions d'étrangers qui sont devenus français, tout simplement. Oui. Ça suffit pas, il en faut encore plus. Ah oui. Bon, on va passer aux conclusions bientôt. Boubacar Seye, 2 minutes pour conclure quand même. Conclusion forcément provisoire. Hein. Je dirais que tout simplement, le challenge est mondial. Il s'agit aujourd'hui de redéfinir les nouvelles normes des migrations internationales et de lutter, comme on l'a dit tout à l'heure, cette nouvelle économie souterraine qui charrie malheureusement le terrorisme, le trafic d'êtres humains, la drogue et la violence faite aux femmes et aux enfants. Maintenant, je voudrais juste revenir sur le côté africain, condamner le silence assourdissant de ces dirigeants africains. Nous appelons à la responsabilité et au sens de l'honneur. Aujourd'hui, c'est des jeunes Africains en quête d'un avenir digne qui meurent en Méditerranée, qui sont rejetés. Je crois que ceci devrait aujourd'hui réveiller l'orgueil en Afrique pour retenir ces jeunes-là. Je suis pour une relecture des perspectives en Afrique pour stopper cela. Il faudrait que l'Afrique travaille pour retenir ces gens-là. L'exemple de l'Italie est là, l'exemple de l'Espagne est là. Ces pays ont été des terres d'immigration il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui rejette, qui ferme la porte aux migrants. Je crois que ceci devrait nous interpeller et devrait nous amener à une prise de conscience. Merci. L'Afrique doit se réveiller et nous devons aujourd'hui nous abonner aux obligations de résultat. Parce que ce qui se passe est une honte, c'est une humiliation pour toute la race noire aujourd'hui qui fonce en Méditerranée et qui est rejetée de part et d'autre. Ceci devrait aujourd'hui réveiller notre orgueil et nous permettre de travailler pour canaliser ces jeunes-là. C'est pas normal qu'on nous rejette en Afrique. Vous entendez ces discours populistes, ces discours, je dirais même, permettez-moi le terme, des discours racistes, et c'est ça le véritable danger en Europe. L'Europe doit pouvoir quand même lutter contre ces populistes, ces extrémistes pour sa sécurité et pour sa survie. Sinon, nous allons tous vers le chaos. Merci Boubacar Seye, merci beaucoup, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Bonne fin de journée à Dakar, merci infiniment. Vous pouvez rester au téléphone pour écouter les conclusions de nos autres invités. Bernard Monod, c'est à vous de conclure en 2 minutes, s'il vous plaît.
perspective? Oui, très bien. Eh ben, écoutez, d'abord, je suis ravi de cet échange, ce débat. C'est parce que ça permet d'ouvrir les yeux à la plupart de nos compatriotes français et puis, bien entendu, des autres citoyens européens qui confusément sentent bien la problématique qui monte pour eux, pour leurs enfants, pour leur civilisation. Ils le sentent bien. Donc, si vous voulez, nous, ce que nous proposons très concrètement, c'est de supprimer, dans un premier temps, déjà l'accord de Schengen, l'espace Schengen, nos frontières nationales pour réguler, contrôler toutes les arrivées en France et bien entendu en coopération avec nos partenaires de l'Union européenne et de la zone euro. Bon, ce que nous ne voulons pas, c'est que les populations qui arrivent en Europe soient exploitées par les dirigeants, les lobbies financiers, économiques qui vont sous-payer ces gens qui vont arriver au détriment, entre parenthèses, de nos compatriotes qui, eux, n'ont plus d'emploi ou sont dans la précarité. Nous avons aujourd'hui en France près de 10 millions de pauvres, dont 6,5 millions de gens qui n'ont pas d'emploi. Bon, d'abord, on doit répondre à cette première problématique. Et deuxièmement, nous sommes tout à fait d'accord pour créer une véritable politique de co-développement pour donner un avenir, comme disait M. Boubacar Seye, un avenir à ces populations-là, une qualité de vie, un destin, si vous voulez, dans leur propre continent et leur propre pays. Et puis surtout aussi, il faut aussi qu'ils se prennent en main. C'est-à-dire, s'ils ont des dirigeants corrompus, il faut qu'ils les chassent du pouvoir. C'est à eux aussi à se prendre en main. Nous, on est prêts à les aider d'une manière ou d'une autre, financièrement, avec les moyens, etc. Mais il faut aussi qu'ils se prennent en main et qu'ils chassent du pouvoir les dirigeants corrompus dans la plupart des pays africains et du Maghreb. Voilà, bon, c'est ce que nous proposons comme co-développement international. Très bien. Merci beaucoup, Bernard. Restez avec nous pour écouter pas le commentaire, la conclusion de Jocelyn Dravini. Je terminerai en disant qu'on est à un moment véritablement charnière pour l'Union européenne, mais notamment pour la perpétuation de l'espace Schengen. Je rappelle qu'actuellement, il y a 6 États membres de l'espace Schengen qui ont rétabli les contrôles à leurs frontières intérieures jusqu'à l'automne prochain, parmi lesquels la France, l'Allemagne, le Danemark, etc. Depuis le 1er juillet dernier, c'est la présidence autrichienne qui est à la tête de l'Union européenne, donc pour une durée de 6 mois. Oui. Qui, je le rappelle, a un gouvernement de droite extrême, dont l'objectif, quand même, est de ne plus avoir aucune demande d'asile sur le territoire européen. C'est-à-dire l'Autriche qui va fermer ses frontières aussi, d'ailleurs, en réaction à la décision prise récemment en Allemagne de fermer, de restreindre les demandeurs d'emploi, les demandeurs d'asile aux frontières entre l'Allemagne et l'Autriche. Exactement. Donc, on voit que cette présidence autrichienne, l'un de ses enjeux, c'est de traiter la question migratoire et de la traiter de façon assez restrictive. Donc, il y a cet enjeu-là. Il y a aussi la montée des droites extrêmes et de la droite dure qui sont également pour une politique migratoire de plus en plus restrictive au niveau européen. On le voit avec le cas de l'Allemagne et Angela Merkel qui a laissé tomber sa politique d'accueil, encore qu'on pourrait avoir des doutes sur sa véritable nature quand elle a été lancée en 2015. Maintenant, il reste le rôle prépondérant de la France et d'Emmanuel Macron pour essayer de faire tenir cette solidarité. Donc on a du mal à comprendre d'ailleurs la politique de ce point de vue-là. Voilà, c'est une politique contradictoire. En même temps, sur la question migratoire, ça passe pas. Mais tout à fait. Ce qui est paradoxal, c'est que sur le plan intérieur, il est extrêmement contesté pour ce projet de loi Asile et Immigration qui est vu comme étant beaucoup trop ferme et pas assez humain comme il l'avait pourtant annoncé dans son programme. Et ce qui apparaît paradoxal justement, c'est qu'à l'échelle européenne, il est parmi les plus modérés. C'est ça. Donc il est dans cette position d'équilibriste du en même temps, mais qu'il affectionne. Donc peut-être que ça lui convient très bien. Mais ça ne fait pas avancer le dossier. Voilà, justement. Donc je pense que malheureusement, on se reverra très bientôt pour parler des mêmes questions. Parce que vous pensez manifestement qu'il y aura d'autres réunions, en tout cas dirigeants européens sur la question. Je pense, parce qu'on le voit, le texte, c'est une coquille vide, on n'a pas avancé, on est vraiment dans de la déclaration politique, dans du symbole, plus que dans des principes opérationnels. Et donc je pense que le problème est loin d'être résolu. Et quand Bernard Monod dit qu'il faut fermer Schengen, qu'est-ce que vous en pensez ? On n'en est pas loin d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, il y a des décisions nationales qui sont prises dans ce sens-là. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. De nombreux États ont rétabli les contrôles aux frontières intérieures. Alors, on est loin de l'éclatement du système Schengen, mais on n'en est pas loin, il y a un véritable risque. On en est passé tout près en 2015, il y a eu une législation européenne qui a été adoptée depuis.
Apparemment, ce n'est toujours pas suffisant. À la vue de la montée des populismes, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger. Ils sont dans un Schengen minimum désormais, en tout cas un Schengen restreint en quelque sorte. Hein. Tout à fait. C'est un défi d'ailleurs pour l'Europe, pour la construction, pour le projet de la construction européenne. Un vrai défi. Merci beaucoup à tous. Jocelyne Dravini, doctorant en sciences politiques, rédacteur en chef de la revue Migration et Société. Bernard Monod, merci à vous, eurodéputé du groupe Europe de la Liberté et de la démocratie directe, stratégiste économique et membre de Debout la France. Merci également à notre invité Boubacar Seye qui est avec nous au téléphone depuis Dakar, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Et encore merci à Marine de Haas qui est intervenue au cours de l'émission, responsable des questions européennes à la CIMAD. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été réalisée par Hélène Bizio. Vous pouvez la réécouter dès ce soir en podcast sur notre site africa1.com. Après le Grand Débat, rendez-vous avec la rediffusion du journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas. Le Grand Débat avec Francis Laloupeau, c'est également sur africa1.com.